Il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. C'est en ces mots que l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, a clairement annoncé qu'il se lavait les mains de la fameuse affaire dite des diamants de Bokassa. Dans ce scandale, révélé par le Canard enchaîné en 1979, on retrouve notre VGE national en bien fâcheuse posture, puisque celui qui à la base n'était que simple ministre des Finances y est décrit comme recevant toute une liste d'amitié de la part du président centrafricain Jean Bédel Bokassa. En 1970, 71, 73, 74, 75, 76, 78, vous l'aurez compris, presque tous les ans, Giscard se rend dans la capitale centrafricaine, Bangui, pour y faire un petit safari avec Bokassa. Bon, déjà ça aujourd'hui, on trouve ça plutôt choquant. Mais à l'époque, ce qui va surtout retourner l'opinion publique, c'est que systématiquement, le président rentre chez lui les poches chargées de cadeaux, gage du lien indéfectible liant nos deux nations. Et pour le dégarni, point de panier garni, il s'agit bien de diamants scintillants et tintants. Ouais, c'est pas si loin les années 70, mais c'était clairement une autre époque. Autant vous dire qu'une fois révélée par le Canard enchaîné, l'affaire va bien participer à couler le mandat de VGE débuté en 74, et même probablement contribuer à sa défaite en 81, et donc à la victoire de François Mitterrand, et donc comme chacun sait, à l'arrivée des chars soviétiques sur les Champs-Élysées. Au revoir. Mais bref, ce qu'il faut voir dans cette histoire, c'est qu'on a quand même un politicien de premier rang, polytechnicien, issu d'une famille de l'ancienne bourgeoisie française, enfin c'est pas n'importe qui le type, qui a mis en péril sa place sur le siège littéralement le plus convoité de notre République pour de simples cailloux. Ces diamants, et cette introduction en est encore une fois la preuve, ils rendent fou tout le monde. Alors franchement, c'est bien qu'il doit y avoir un sacré secret derrière cette pierre précieuse pour qu'elle soit aussi différente des autres. Aujourd'hui, nous sommes sur le point, tous ensemble, de percer le sombre secret du diamant. Car c'était pas évident dès le début que ce caillou, certes joli et dur, mais il y en a plein des choses jolies et dures, puisse représenter des ventes totales qui chiffrent depuis le début du 19e siècle à des milliers de milliards de dollars. Quand on a commencé nos recherches dans l'épisode 1, on avait mis cette valeur sur le compte de sa rareté, qui en faisait un objet hautement désirable, un bien de prestige, uniquement accessible aux empereurs du monde terrestre. Sauf que, patatras, on avait appris dans l'épisode 2 qu'on pouvait fabriquer du diamant avec à peu près n'importe quoi qui contient du carbone, du charbon ou même du sucre. Alors, si le diamant est aussi simple à fabriquer, il aurait dû perdre toute sa valeur, toute sa rareté, non ? Eh ben, ce qu'on va voir dans cette dernière partie, c'est qu'en fait, même dans la nature, le diamant il est pas si rare, que c'est même devenu quelque chose de plutôt abondant dont on dispose de réserves immenses. Alors, pourquoi se l'arrache-t-on toujours à prix d'or ? Pour tenter d'y répondre, je vous propose d'observer la réalité à travers l'histoire de l'empire De Beers, un conglomérat diamantaire fondé par le start-upper colon Cecil Rhodes, puis tenu jusqu'à nos jours par la dynastie Oppenheimer. Rien à voir avec Barbie, promis. Et je peux vous dire que la team Cecil Rhodes Oppenheimer, ils sont ceinture noire 3e dan en capitalisme et qui vont mettre en place les mécanismes les plus retors pour maintenir artificiellement la valeur du diamant. Préparez vos popcorns, il n'y aura pas de bombe atomique mais ça va être du sale. Et une fois qu'on aura toutes les cartes en main pour boucler cette série sur l'industrie du diamant, je vous promets que cette fois, je vais mouiller la chemise pour qu'on essaye ensemble d'en tirer des apprentissages et un peu d'optimisme pour le monde sur la base de ce qui n'est en surface qu'une vaste arnaque. Je suis Alcide, vous regardez Sortie d'usine, et aujourd'hui, on ne laisse pas les choses basses mourir de leur propre poison, et nous allons, une bonne fois pour toutes, dépioter minutieusement les derniers secrets de l'industrie du diamant. Comment a-t-on pu passer 2 épisodes de plus de 20 minutes sur l'industrie du diamant sans évoquer De Beers, le boss final du capitalisme, le plus gros diamantaire de l'histoire, tristement célèbre pour ses exactions multiples et ses pratiques commerciales immorales. L'histoire de De Beers débute au 19e siècle, à la grande époque de la colonisation. L'Afrique du Sud est alors un territoire fracturé entre différentes factions. À l'origine une colonie hollandaise, elle a été reconquise par les Anglais en 1815 et rebaptisée The Cape, le Cap. Elle est à la suite de cela le théâtre d'affrontements incessants entre les British, les descendants des premiers colons néerlandais qu'on appelle les Boers, et la nation zoulou autochtone unifiée par le roi Shaka. Pourtant, encore à l'époque de ces premiers conflits, c'est un territoire assez pauvre, où les colons pratiquent une agriculture assez peu fructueuse, où il existe peu de ressources, mais qui présente un intérêt pour les nations européennes, principalement pour sa position portuaire assez stratégique. Je vous passe les détails, mais comme au football et dans la plupart des histoires de colonisation, à la fin ce sont les Anglais qui gagnent. Les Boers, c'est une partie des populations noires parlant l'Afrikaans, une variante locale du néerlandais, sont obligés d'émigrer vers le nord-est de l'Afrique du Sud, où ils vont fonder des républiques indépendantes, qu'on appelle les républiques Boers pour les blancs, et les républiques Grécas pour les populations noires et métisses. Ces républiques, dont les plus durables furent les républiques d'Orange et de Transvaal, toutes les deux Boers, auraient pu rester des trous paumés, à l'instar de la plupart des colonies hollandaises. Sauf qu'en 1867, il se passe un truc. Il y a un jeune ado, un adolescentus, Erasmus Stephanus Jacobs, qui trouve un petit bout de caillou brillant en jouant au bord de la rivière d'Orange. Ce caillou, Erasmus, il va le ramener à la ville, où il va rapidement être identifié comme étant un beau bout de diamant de plus de 10 carats,
qui se trouve tout simplement être le premier diamant trouvé par les Européens en Afrique du Sud. Baptisé le diamant Eureka, en référence à la fameuse chaîne de télévision, je sais que personne va avoir la ref. Le diamant a été trouvé dans des alluvions, c'est-à-dire des dépôts sédimentaires qu'on retrouve autour des cours d'eau, généralement composés de sable, de cailloux et de vases. A priori, on s'en fout de savoir où ça a été trouvé, c'est un diamant, il vaut ce qu'il vaut. Mais ce que ça veut dire, c'est que si c'est dans un alluvion, n'importe quel gloglo peut se ramener avec son tamis et commencer à retourner les rivières de toute la région pour espérer y trouver du diamant. Alors forcément, il y a des gens qui vont s'y mettre, et forcément, ils vont trouver d'autres diamants. Notamment, en 1869, on trouvera au sommet d'une colline un beau bébé de 83 carats, ça commence à peser, qu'on baptisera l'étoile de l'Afrique du Sud. Je sais pas qui c'est qui nomme les diamants, mais ils sont pas super inspirés. Ces découvertes fabuleuses officialisées, on va observer une véritable ruée vers l'or, comme dans le Far West, sauf que là c'est pas dans le Far West et c'est pas de l'or, du coup on va appeler ça The New Rush, la nouvelle ruée. Je sais pas qui c'est qui nomme les ruées, mais ils sont pas très inspirés. Une petite communauté va commencer à se former au sommet de la colline, qu'on va appeler par métonymie New Rush. Décidément... avant d'être rebaptisé Kimberley. Et bah voilà. Il y a tellement de gens qui viennent pour trouver du diamant et espérer faire fortune en grattant des cailloux, qu'en 1871, c'est déjà 50 000 personnes qui habitent dans ce campement. Des blancs, des noirs, qui parlent tous des langues différentes, dans une espèce de gros gloubi-boulga relativement égalitaire, où chacun travaille pour soi, côte à côte. Bon, surtout égalitaire entre les blancs, hein. C'est l'époque des colonies. Et puis, s'ils travaillent côte à côte, c'est pas simplement pour pouvoir taper la discute en creusant de « elle va bien la petite famille, et ta femme, et le chien, et t'as vu ce qu'il a dit Baba hier soir dans TPMP ?» mais plutôt parce qu'il y a un intérêt à mettre un certain nombre de ressources en commun, comme des outils ou des infrastructures. En plus, il y a vraiment des spots où on va trouver du diamant. Donc il vaut mieux pouvoir s'entendre si on exploite des parcelles qui sont côte à côte et qui relèvent en fait du même filon. Et c'est ainsi que naissent les premiers comités de creuseurs, qui vont arbitrer les conflits et puis allouer les concessions minières ou les parcelles. Mais attendez, vous aurez noté qu'au début, on parlait de diamants alluvionnaires, et qu'a priori, il y avait juste besoin de retourner du sable pour les trouver. Ouais, en fait, en 1871, c'est pas très loin, on n'a pas fait de saut dans le temps promis. Il y a de nouveaux diamants qui ont été trouvés sur le terrain d'une ferme, à côté de New Rush. Cette ferme, elle appartient à deux mecs, les frères Johannes et Diederik de Beers, qui sont deux fermiers tout à fait typiques, dont on ne sait aujourd'hui pas grand-chose, et dont il ne reste qu'une photo d'un des deux frères, c'est Johannes. Petite pensée pour Diederik qui lui restera éternellement anonyme. Bon, comme je sais les abonnés de sortie d'usine d'une perspicacité extrême, vous avez sûrement fait le rapprochement entre le nom des fermiers, De Beers, et le nom de l'entreprise de diamants, De Beers. Vous attendez donc à ce que je vous raconte la success story de ces deux fermiers qui ont eu la chance de trouver des diamants sur leur terrain et sont ainsi devenus les hommes les plus riches de la planète. Eh bah non, désolé, pas du tout. Déjà, c'est pas eux qui trouvent les diamants, mais des types du Red Cap Party, c'est-à-dire des Anglais venus de la côte ouest de l'Afrique du Sud pour venir établir l'autorité de la couronne dans le nord-est, donc dans les républiques Boers. Ouais, bizarrement, depuis qu'on y a trouvé du diamant, ça intéresse la couronne dans son œuvre civilisatrice. D'après la légende, le type qui a fait la découverte serait le cuisinier du groupe, qui aurait été envoyé creuser là-bas comme une forme de punition puisqu'on ne s'attendait pas à trouver du diamant ailleurs que dans les alluvions. L'histoire ne dit pas pourquoi le type a été puni. Mon hypothèse, c'est que comme il était anglais et cuisinier, il a peut-être préparé de la cuisine anglaise, ce qui me semble être un crime largement suffisant. Bref, le cuistot trouve du diamant, et là, la folie commence. Parce que contrairement au dépôt alluvionnaire, là, le diamant, il est dans le sol. Et plus on va creuser, plus on en trouve. En quelques mois, des milliers de permis et de concessions minières sont attribués sur le terrain de la ferme, et je peux vous dire que les deux frères n'en toucheront pas un centime. Pour vous donner une idée, voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. The Big Hole, le grand trou, et mes frères lyonnais, rien à voir avec le 6ème arrondissement, mais bon courage pour aller y faire pousser des carottes. Bon, là où je veux en venir, et pour reboucler avec mon histoire de mineurs qui se regroupent ensemble, c'est que pour retourner le sable, il y a besoin que d'un tamis. Mais quand on va vouloir creuser, il va falloir plus de matériel, et ça peut coûter cher. Il faut des outils pour creuser, pour remonter la terre, pour remonter les gravats, pour solidifier les galeries. Enfin bref, tout un tas de trucs qui coûtent bonbon et qu'on a tout intérêt à mettre en commun. Non, parce que t'imagines une société où on aurait des dizaines de foyers dans un même immeuble, donc très proches les uns des autres, mais où dans chaque appartement on rachèterait un aspirateur, une machine à laver, un appareil à raclette qui sert 2 fois l'an, une perceuse et une boîte à outils pour bricoler tous les 36 du mois. Ce serait complètement con, hein. Donc on n'est pas débile, on se partage le matos, mais à la base faut bien qu'il y ait un type qui l'achète et qui le loue aux autres. Et un de ces types, c'est Cecil Rhodes. Et si, vous l'avez compris, les deux frères là, les deux Beers, on s'en fout un peu dans notre histoire, Cecil Rhodes c'est un autre calibre et il mérite qu'on lui tire le portrait un peu plus. Je revends tout ce qui sort de la mine, et pour autant ai-je les mains sales. Cecil Rhodes est le fils d'un révérend anglican du nord de Londres, où il est né en 1853. En ce temps, la capitale anglaise est une ville extrêmement industrialisée, où règne la pollution matérialisée par le légendaire smog londonien.
Pas de chance, Cécile est plutôt de composition fragile, du genre rachitique et carrément asthmatique. Son père lui dit que quand même, il fait pas très costaud, il est tout le temps dans ses bouquins et ses études, à jouer à League of Legends, que ça lui ferait pas mal de sortir un peu, d'aller prendre l'air quoi. Mais son papa, il l'envoie pas en colonie de vacances en Écosse, non, il l'envoie direct en Afrique du Sud. Est-ce que c'est pas pour vous ? Et Cécile ne part pas au Cap en classe verte, non. Il y part rejoindre son frère Herbert pour y devenir chercheur de diamants et creuser comme tous ces déshérités qui retournent la Terre. À ce moment-là, avec ses 50 000 habitants, le camp de Kimberley est la deuxième ville la plus peuplée d'Afrique subsaharienne. Alors Cécile, rapidement émergée dans ce qu'il appelle dans les lettres à sa maman la fourmilière humaine, il se rend rapidement compte qu'il pourrait faire beaucoup plus de caillasse en louant ou en vendant des équipements aux mineurs plutôt qu'en les utilisant lui-même. D'autant que la concession minière dont il dispose avec son frère, elle n'a pas été particulièrement fructueuse jusqu'ici. Il lance alors un business et ça marche du tonnerre. L'affaire prend de l'ampleur et Rhodes réinvestit systématiquement les bénéfices dans de nouveaux matériels alloués. Et ouais, pas besoin de lever de fonds comme les Virgin Crypto Bros du 21e siècle. Chad, entrepreneur colonial, va poser lui-même les premières pierres de son empire. En fait, ce qui va surtout permettre à Cecil Rhodes de s'imposer dans la fourmilière, c'est sa capacité à sauter d'idée en idée en allant chercher les opportunités, comme il l'avait déjà fait après les premiers mauvais résultats de sa concession minière. Cecil, il commence par vendre de la crème glacée et de l'eau aux mineurs. Ouais, il faut bien s'hydrater, il fait chaud. Et il se dit, oh, c'est quand même cocasse. Parce que les types, quand ils sont en surface, ils m'achètent de l'eau parce qu'ils ont soif. Mais quand ils sont sous terre, l'eau, ça les fait chier, parce que là, c'est plutôt les infiltrations ou les suintements qui vont faire s'effondrer les galeries. Alors il se dit, vendre de l'eau, tout le monde peut le faire. Mais vendre un service pour retirer de l'eau des galeries, pour l'instant, il n'y a personne. Alors, en utilisant toutes ses économies, le Gredin va importer une pompe à vapeur depuis l'Angleterre, un dispositif qui n'existait tout simplement pas en Afrique du Sud avant ça, et il va ensuite proposer ses services de désemplissement contre de grasses rémunérations. Vous l'aurez compris si vous suivez la chaîne depuis un moment, dans l'industrie, les success stories de Self-Made Man, elles reposent souvent sur un capital préexistant, et également sur une chance exceptionnelle, sur des coïncidences imprévisibles. Et ça va bien se produire, parce que à peine sa pompe à vapeur réceptionnée, il a le cul bordé de nouilles, Cecil Rhodes, et il va voir des pluies torrentielles s'abattre sur la région de Kimberley, ce qui va inonder la majorité des exploitations minières. Leurs propriétaires n'ont alors pas d'autre choix que d'implorer Cecil Rhodes pour qu'il veuille bien glisser son gros tuyau dans leur galerie détrempée. Et le bougre rentabilise très rapidement son investissement, qui va faire suivre par d'autres en achetant d'autres pompes à vapeur, maintenant son monopole complet sur le pompage d'eau en Afrique du Sud, en empêchant une réelle concurrence d'émerger. Et quand on a un monopole, on monte les prix. De toute façon, les clients n'ont pas d'alternative. En plus, en général, quand t'as besoin d'une pompe à eau, c'est que t'es dans une situation d'urgence. À ce moment-là, Cecil Rhodes, c'est une version coloniale du plombier que t'appelles un dimanche à 19h et qui profite de ta détresse d'avoir un dégât des eaux dans ton appartement de prolo que tu loues pour te facturer à 12 chiffres une intervention de 7 minutes. Bref, Cécile finit par pousser ses prix si haut que certains propriétaires n'ont même pas les moyens d'allonger le cash pour les sommes demandées et préfèrent le payer avec des parts de leur concession minière. Très concrètement, des titres de propriété. Grâce à ces transactions en concession, à partir de 1880, à l'âge de seulement 27 ans, et 10 ans seulement après son arrivée en Afrique du Sud, Cecil Rhodes est déjà devenu le plus gros propriétaire minier de Kimberley. Profitant de sa position de force, Cecil Rhodes va absorber 2 syndicats miniers plus petits et fonder la De Beers Mining Company, en référence au nom des 2 frères de la ferme où les premiers diamants avaient été trouvés. Il était à ce moment-là un des hommes les plus riches du pays. On continuait à en sortir du diamant, des carats et des carats à Kimberley, au point que le volume de production commençait à avoir un impact sur les fluctuations du prix de vente. Les marchés européens et américains n'arrivaient plus à absorber l'offre disponible, les revendeurs n'arrivaient plus à écouler leur stock, et donc forcément les prix commençaient à chuter. Alors que dans le même temps, les coûts d'extraction restaient les mêmes. Pour dire ça en langage commercial, on est en train de bouffer la marge. À ce moment-là, Rhodes, il se dit simplement qu'il faut contrôler la quantité de diamants rendus disponibles sur le marché pour maintenir les prix à flot. Alors évidemment, Cecil Rhodes était d'accord avec Cecil Rhodes pour que De Beers, l'entreprise de Cecil Rhodes, limite sa production de diamants. Mais ses concurrents à Kimberley, ils n'étaient pas forcément d'accord pour arrêter de gagner de l'argent. Même si leur marge devenait plus petite, eux ils ont besoin de vivre quoi. Et c'est ainsi que Rhodes dut se rendre à l'évidence. Si notre entrepreneur voulait préserver la valeur du caillou qui avait fait sa fortune, et dont on se rendait compte de plus en plus qu'il n'était peut-être pas si cher que ça, qui ne valait peut-être pas grand-chose, il allait devoir contrôler l'intégralité de la production sud-africaine de diamants. Et donc, on y vient, établir un monopole total et absolu. La première étape de ce monopole, ça va évidemment être de transformer l'intégralité du campement de Kimberley en une immense mine unifiée sous l'égide de De Beers. Si la plupart des petits exploitants, et même des plus gros, ne rechignent pas trop à céder à Cecil leurs exploitations minières qui de toute manière leur rapportent de moins en moins, il y a un homme qui compte bien résister aux appétits totalisants du Britannique.
Barney Barnato. Barnato, de son vrai nom Barney Isaacs, est lui aussi originaire de Londres. Il vient plutôt du ghetto juif de la capitale impériale que du clergé anglican, mais son parcours, depuis son arrivée dans la capitale impériale, ressemble fort à celui de Rhodes. D'abord du commerce local, puis du rachat de concessions, le lot habituel de manigance et le coup fourré. Et voilà les deux trentenaires à se partager un territoire productif dont tous les petits mineurs indépendants ont peu à peu vendu leur part. En quelques années, on est passé de plein de petits travailleurs indépendants grattant chacun leur bout de terre à deux gros bonhommes propriétaires de l'ensemble de la mine. Rhodes sait bien que pour établir son monopole absolu, il va devoir engloutir Barnato. Mais son rival est bien plus solidement arrimé à son capital que ne l'étaient les syndicats et comités dévorés par De Beers au cours des années. Alors, Cecil Rhodes va devoir ruser, mais ça tombe bien, c'est sa spécialité. À l'appui d'investissements obtenus grâce à ses contacts londoniens chez Rothschild, Rhodes va faire une offre d'1,4 million de livres pour acheter un gros morceau de concession que Barnato ne possédait pas encore, mais qui était bien situé en plein milieu de ses propriétés. L'idée c'est qu'en achetant ce morceau, Cecil va empêcher Barney de consolider toutes ses exploitations en une immense mine unifiée. Il faut voir qu'à l'époque, 1,4 million c'est largement au-dessus de ce que vaut réellement le terrain qui est possédé par des investisseurs français. Donc vous comprenez que si Rhodes fait ça, c'est uniquement pour faire chier Barnato. Forcément, Barney il va répondre et répliquer avec une contre-offre à 1,75 million de livres. Il sait pertinemment que ce prix est démentiel, mais ça contrecarre trop ses plans quoi. Et ce petit filou de Rhodes, il va aller voir Barnato et il va lui dire « Eh Barney, on peut continuer ce petit jeu d'enchères très longtemps, mais les seuls qui y gagneront, ce sont les financiers français qui détiennent ce bout de terre misérable. Ce que je te propose, c'est de retirer ton offre. Et comme ça, sans concurrent, je pourrais l'acheter pour ce qu'elle vaut. C'est-à-dire moins que mon offre initiale. » Barnato, il comprend pas forcément. Ok, il voit très bien en quoi Cecil Rhodes est gagnant dans l'histoire, mais pourquoi il ferait ça lui ? Eh bien, reprend Cecil, je m'engage ensuite à te revendre le terrain pour seulement 300 000 livres et 20% des parts de ta boîte. Barnato réfléchit. On parle d'économiser 1 450 000 livres, ce qui permettrait ensuite d'unifier enfin toutes ces concessions minières en une seule grande mine. Et puis 20% de la boîte, certes, ça fait chier, mais ça permet pas du tout à Rhodes d'en prendre le contrôle. Et Barnato, il se croit plus malin que Rhodes, il pense qu'il va pouvoir le maîtriser. Alors, il accepte le deal. Je pense que je vais pas beaucoup vous surprendre en vous disant qu'il vient de se faire baiser en beauté. Et c'est loin d'être fini, parce qu'à partir de là, Rhodes il va se rendre en Europe et il va rencontrer tout un tas de banquiers et de financiers pour essayer de les faire rentrer dans son complot. Ce qu'il leur explique, c'est que sans lui, le diamant court à sa perte. Bah oui, on se rend compte qu'en fait, il y en a énormément dans le sol sud-africain. Il est pas vraiment rare, et le jour où le public va s'en rendre compte, et il est en train de s'en rendre compte parce qu'il y en a trop sur le marché, et ben la valeur du caillou, elle va s'effondrer. Tous ces investissements vont partir en fumée. Mais ne vous inquiétez pas, messieurs les banquiers. Si vous faites confiance à Cecil Rhodes, si vous lui permettez d'établir un monopole absolu sur la production de diamants, alors on contrôlera l'offre et donc le cours. Les investisseurs sont plutôt convaincus par le discours, sur la forme comme sur le fond, et ils acceptent tous, dans le secret, de devenir des intermédiaires pour ruiner Barnato. À partir de là, sur des périodes de temps assez courtes, De Beers va inonder le marché avec les diamants qu'il aura stockés pendant les années précédentes. Naturellement, les prix vont s'effondrer. Dès qu'il considère le cours assez bas, De Beers cesse complètement de vendre ses diamants et laisse Barnato écouler son stock. Et c'est là qu'est l'astuce, c'est qu'avec l'aide des intermédiaires financiers, De Beers va racheter tous les diamants vendus par Barnato, qui sont donc à ce moment-là à un prix très bas. Puisque tous les diamants ont été achetés et qu'il n'y en a plus aucun sur le marché, le cours remonte progressivement pour retourner à des prix plus élevés. Et quand les prix sont hauts, De Beers remet tout son stock sur le marché, alors que Barnato, lui, n'a plus rien à vendre, et les prix rechutent doucement. On voit bien que dans une telle configuration, si elle se répète sur suffisamment de cycles, c'est de la manipulation de cours, hein. Barnato, il se retrouve rapidement dans une situation qui est intenable, il est obligé de vendre ses diamants quand les cours sont bas, et il en a plus quand les cours sont hauts. En plus, sachant que c'est De Beers qui les achète puis qui les revend, la douille est monstrueuse, et même si Barney il a fini par s'en rendre compte à un moment, c'est trop tard, sa boîte est au bord de la faillite, et il va être obligé d'accepter de négocier avec De Beers. Il va finalement céder et accepter une fusion avec l'entreprise de son concurrent, en échange de quoi Barney Barnato pourra obtenir des parts lui aussi de la nouvelle entreprise et une place au conseil administratif. Grâce à cette fusion, en 1890, Cecil Rhodes possède désormais 95% de la production mondiale de diamants. Il dispose de tous les outils pour manipuler le cours à sa guise, et donc s'assure la fortune éternelle. Alors, quand un siècle plus tard, notre héros du épisode 2, Tracy Hall, il crée le premier diamant artificiel, on aurait dû voir son cours à nouveau s'effondrer, rejoindre le coût de production des diamants synthétiques, révéler au grand jour que le diamant ne vaut rien en dehors de ses usages industriels. Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé. On s'est plutôt retrouvé avec 3 cours pour un bien strictement identique. Bon,
La situation à la fin des années 60 aurait dû être critique pour De Beers. Le marché est désormais inondé de diamants qui ne proviennent pas de mines africaines, mais des laboratoires de General Electric produits avec les machines de superpression. Il suffit de regarder la courbe d'utilisation des éclats de diamants pour des usages industriels pour s'en rendre compte. Si la quantité de diamants naturels utilisés reste stable, le volume de diamants synthétiques explose littéralement en quelques années. Sachant que le diamant synthétique ne coûte en moyenne que 17% du prix du diamant naturel, on aurait dû voir l'ensemble du cours se casser la gueule et être divisé par 5. D'autant que les diamants synthétiques sont en général de meilleure qualité que les diamants naturels. Pourtant, ce qu'on va observer, ce n'est pas un cassage de gueule du cours, mais sa séparation en 3. Pour les diamants à usage industriel, on observe bien un effondrement. Mais pour les diamants ornementaux, c'est-à-dire concrètement qu'on va utiliser sur des bijoux, le cours va simplement continuer sa course séparément. On mesure d'ailleurs des marges qui sont absolument faramineuses. Dans les années 70, pour des valeurs de diamants extraits d'environ 2 milliards de dollars, les prix à la vente sont d'environ 18 milliards, soit près de 10 fois plus. Et puis, on va mesurer un troisième cours, qui est celui du diamant dit d'investissement. Sur les marchés, des particuliers et des fonds vont acheter des diamants en grande quantité en profitant de leur forte valeur par unité de poids. C'est facile à stocker et à transporter, ce qui peut rendre le placement intéressant dans certaines conditions. Au moment de l'étude que j'utilise, c'est-à-dire en 85, les diamants d'investissement représentaient environ 20% du volume total de diamants qui étaient échangés chaque année. Et ce que cette étude justement cherche à montrer ensuite, c'est que ces trois segments de marché répondent à des logiques et à des mécanismes différents. En premier lieu, on a le diamant industriel, donc celui qui sert concrètement à quelque chose puisqu'on exploite sa grande dureté. On observe naturellement que son cours dépend de l'activité industrielle globale et de la capacité des entreprises à investir, mais qu'il dépend surtout de son coût de fabrication, avec notamment toutes les innovations qui vont rendre de plus en plus facile de fabriquer du diamant artificiel. On a donc ce cours qui chute globalement avec le temps, la production des diamants étant sujette à la compétition et la demande étant croissante mais plutôt stable. Ensuite, on a le diamant d'investissement, dont le cours dépend logiquement de facteurs économiques et monétaires. Les fonds vont plutôt décider d'acheter du diamant lorsque le dollar sera faible, en cas d'inflation importante ou de taux d'intérêt élevé. Finalement, ça s'apparente à ce qu'on pourrait appeler une valeur refuge, comme l'or. C'est du solide, c'est du concret, donc quand la bourse envoie des signaux négatifs ou que le dollar flanche, les investisseurs préfèrent placer leur argent dans un caillou dont la valeur va a priori rester stable et croître indépendamment de la santé financière mondiale. Il faut voir que dans ce cas, on n'achète jamais de diamant synthétique. Il n'est pas coûteux, on peut en produire en grande quantité, donc forcément, il n'a pas cette qualité de valeur refuge du diamant naturel. Sauf qu'on a vu qu'à ce moment-là, on sait que le diamant naturel, il est pas rare non plus. Donc oui, je sais, c'est pas très logique, ça n'a même aucun sens, mais c'est en fait tout ce qu'on essaye d'illustrer ici, tout ça n'a aucun putain de sens. Dans ce cas précis, on va y revenir un peu plus tard pour expliquer pourquoi est-ce qu'on croit que le diamant est un bien d'investissement. Mais ce qui montre que tout ça n'a aucun sens, c'est les facteurs qui vont impacter le prix des diamants de consommation. Encore une fois ici, le diamant de bijouterie, il ne peut être que naturel. Personne n'a envie de se marier avec des faux diamants, quand bien même ce serait exactement la même chose. Quand on dit diamant de consommation, c'est parce qu'il va être acheté par les citoyens au même titre qu'un robot mixeur ou des vaches qui rient. Son cours est influencé par les revenus disponibles des ménages. Typiquement, dans des périodes d'inflation et de crise économique comme aujourd'hui, on devrait observer une demande qui diminue et donc un cours qui suit. Et c'est ce qu'on observe, mais c'est assez marrant parce que même pour les diamants de consommation, on a des cours qui vont dépendre de la taille du diamant. En fait, en période de faste économique, on va acheter des plus gros diamants et de meilleure qualité, et dès que la consommation va baisser, on va plutôt se rabattre sur les plus petits qui présentent des défauts. C'est quand même ouf, hein. Ça veut dire qu'on va pas s'en priver si on a plus de thunes, mais qu'on va simplement choisir des diamants qui représentent moins d'argent. Comme on l'a dit, le cours des diamants d'investissement, lui, va plutôt réagir au cours du dollar ou au taux d'intérêt, là où les diamants industriels, qui eux se partagent aussi la part avec les diamants artificiels, vont uniquement dépendre de leurs usages et des besoins en production. Bon, ce qu'on vient de montrer là, c'est que c'est complètement stupide. On parle quand même d'un même objet qui est strictement le même, littéralement un cristal de carbone, et on se retrouve avec trois cours, trois prix différents pour échanger la même chose. On se trouve donc bien loin d'un ensemble d'acteurs économiques rationnels qui se retrouvent tous ensemble pour fixer le prix d'une marchandise. Ce qui veut donc peut-être dire que nous sommes en présence d'acteurs irrationnels. Mais si les acteurs sont irrationnels, c'est pas pour rien. Au sommet de la pyramide, on a un acteur qui contrôle tout ça, un acteur ultra rationnel, De Beers, qui malgré la perte de son monopole de production avec l'apparition des diamants artificiels, a depuis bien longtemps eu conscience de l'absence de valeur réelle de sa marchandise, et a su, pour en manipuler le cours, manipuler la rationalité et les désirs de tous les consommateurs du monde entier. Ce qu'on a bien compris jusqu'ici, c'est que pour manipuler le cours du diamant, De Beers a pris le contrôle de la production, c'est-à-dire de l'offre. Mais dans la théorie libérale, un prix se fixe en fonction de l'offre et de la demande, c'est-à-dire du niveau de désir qu'a l'ensemble des consommateurs pour acquérir un bien donné. Et dans le cas des bijoux, on vient de le voir, un certain nombre de facteurs viennent influer sur cette demande, notamment des facteurs économiques. Quand il y a de l'inflation et que les ménages souffrent, on achète des plus petits diamants. Quand on doit se serrer la ceinture, on le réduit, mais
on le supprime pas, et c'est quand même ouf parce que c'est pas nécessaire à la survie. Et ben ça, c'est également le fruit de l'habileté de De Beers à créer une demande pérenne et incontournable grâce aux puissants outils du marketing. En 1890 déjà, Cecil Rhodes estimait que le volume de diamants écoulés chaque année, dont le premier marché était les États-Unis d'Amérique, dépendait du nombre d'unions licites, c'est-à-dire de mariages, qui y étaient noués. Sur la base d'une estimation du nombre d'unions célébrées par an, Rhodes pensait pouvoir déterminer la bonne valeur de la production de diamants pour maintenir les cours hauts. Il était à ce moment-là l'un des hommes les plus riches du monde et en passe de devenir Premier ministre du Cap, si les liens entre industrie et politique n'étaient pas assez évidents à ce stade. Durant son mandat, il appliqua une politique colonisatrice et expansionniste qui contribua à créer l'Afrique du Sud moderne. Des pays coloniaux, les Rhodésies du Nord et du Sud, furent même baptisés en son honneur, pays qui portent aujourd'hui le nom de Zambie et Zimbabwe suite à leurs indépendances respectives. Bref, Rhodes a eu tout le loisir de commettre tout un tas d'infamies coloniales, certaines en lien avec le diamant, d'autres non, mais nous allons nous épargner plus de récits sur la vie de ce triste sire et passer directement à sa mort, en 1902. Cette année-là, le monopole de De Beers est bien établi, repose sur une production totalement sous contrôle qui s'écoule en Amérique via des réseaux de distribution basés en Europe. Si vous avez suivi les premiers épisodes, vous devez savoir qu'avant l'arrivée de Cecil Rhodes, le commerce de diamants était une activité quasi exclusivement pratiquée par la diaspora hébreu, pour des raisons d'abord géographiques et pratiques, puis par continuité historique. La parenthèse WASP ouverte par Cecil Rhodes allait évidemment se refermer avec lui, puisque l'intégralité des entreprises avec lesquelles il interagissait en Afrique du Sud, aux États-Unis ou en Europe étaient détenues par des familles de marchands juifs. Ces diamantaires s'étaient d'ailleurs eux-mêmes constitués en syndicats, afin de mieux maîtriser la distribution et de peser plus fort dans les négociations avec leur unique fournisseur. À leur tête, un puissant marchand, Dunkelsbuller. Retenez pas son nom, on va parler de lui 30 secondes. À la mort de Rhodes, Dunkelsbuller a le candidat parfait pour s'arroger la succession. Le jeune et ambitieux Ernest Oppenheimer. En plus de venir d'une puissante famille juive allemande, Oppenheimer a le bon goût d'avoir travaillé chez de nombreux diamantaires londoniens, et connaît donc un peu tout le monde. Il est même naturalisé britannique, et le voilà donc envoyé par Dunkelsbuller en Afrique du Sud. Comme l'écrit Edward Epstein dans son ouvrage The Rise and Fall of Diamonds, que j'ai beaucoup utilisé pour écrire ces parties, Oppenheimer a tout pour réussir. Allemand de naissance, britannique de citoyenneté, juif de religion et sud-africain de résidence. Il a donc toutes les connexions pour réussir dans le secteur du diamant. Mais vous vous en doutez, attaquer De Beers de l'extérieur n'est pas chose aisée, et Oppenheimer va plutôt concentrer ses efforts sur la création d'un fonds d'investissement local, en concentrant ses placements sur l'achat d'or. Mais avec la Première Guerre mondiale qui fait rage au début du 19e siècle, le quadruple héritage d'Oppenheimer apparaît plutôt comme une faiblesse qu'un avantage. Le jeune entrepreneur décide donc de baptiser en 1917 son entreprise Anglo-American, histoire de gommer les références à sa religion ou à sa nationalité allemande. Et puis, en 1917, on sent bien que ce sont l'Angleterre et les États-Unis qui vont gagner la guerre. Autant se mettre du côté des winners. Il faut voir que dans les années 1910, De Beers lutte avec âpreté pour maintenir son monopole sur la production de diamants. De nouveaux gisements sont régulièrement découverts en Afrique du Sud et des guerres du diamant sont menées pour ramener toutes ces nouvelles mines dans le giron de De Beers. Bah oui, chaque exploitation est un nouveau risque de voir le cours du diamant s'effondrer. Il est donc vital de ne voir aucun concurrent stable émerger. Oppenheimer ne va pas s'y tromper, et en répliquant la stratégie que Rhodes avait appliquée pour engloutir Barnato, il va prendre le contrôle d'importantes concessions minières dans le nord-ouest de l'Afrique du Sud, sur l'actuelle Namibie, qu'il n'acceptera de céder aux géants du diamant qu'en échange de parts dans l'entreprise. C'est du Rhodes tout craché. Le premier pied est glissé dans la porte, le loup est dans la bergerie. Avec l'appui de son fonds d'investissement anglo-américain, Oppenheimer va progressivement prendre le contrôle de De Beers en achetant toujours de plus en plus de parts, en jouant notamment, et il faut l'admettre avec une grande adresse, sur les rivalités entre anglais et allemands dans le secteur, mais également sur sa connaissance des fournisseurs et des distributeurs. Oppenheimer sera finalement nommé chairman au conseil d'administration en 1927. À partir de là, De Beers est une entreprise contrôlée par la dynastie Oppenheimer et par Anglo-American, ce qu'elle est toujours de nos jours. La Grande Dépression, qui éclate au début des années 30, sera l'occasion pour Oppenheimer d'élargir le contrôle de De Beers sur la chaîne de valeur du diamant. La crise économique et la baisse de consommation qui en suit vient limiter la capacité des diamantaires à écouler leur stock. Donc, pour survivre, ils sont prêts à baisser leur prix et donc à faire chuter le cours du diamant. Quoi ? Ils viennent menacer notre précieux cours ? Pas de problème, Oppenheimer rachète les syndicats. Et la baisse de la consommation ? Pas de souci, l'Europe est en train de se réarmer pour se préparer à la guerre, et Oppenheimer vendra donc les diamants à l'industrie militaire qui en a de plus en plus besoin. Mais pas fou, et fidèle à la stratégie de la rareté simulée, Oppenheimer va limiter le stock rendu disponible aux Alliés malgré les très fortes pressions. Quitte à risquer la défaite des États-Unis, il ne faudrait pas qu'un trop gros stock de diamants se retrouve sur le marché si l'Allemagne capitulait soudainement. Les affaires sont les affaires. Il se passe dans ces années-là
tout un tas de tribulations politiques extrêmement intéressantes, durant lesquelles Ernest Oppenheimer, bientôt remplacé par son fils Harry Oppenheimer, déploie beaucoup d'intelligence et de ruse pour conserver leur monopole et rester dans les bonnes grâces des pouvoirs en place. Mais il serait vraiment trop long de parler de tout. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que Harry Oppenheimer, né en Afrique du Sud et littéralement formé toute sa vie à prendre la succession de papa, en arrive de nouveau au constat que nous faisions tout à l'heure. Si Ernest avait tout fait pour contrôler l'offre, la Grande Dépression avait montré à quel point la demande était également importante pour maintenir la grande arnaque du diamant en place. En 1938, donc, Harry Oppenheimer se rend aux États-Unis pour rencontrer l'abject Gerald Locke, le patron de l'entreprise de marketing N.W. Ayer, qui se targue d'être l'un des plus anciens publicitaires américains. Oppenheimer lance un défi à Locke. Si celui-ci est capable de lancer une campagne qui portera ses fruits du premier coup, il aura alors l'exclusivité de tous les contrats publicitaires sur le sol américain. Une campagne aux objectifs simples: redorer le blason du diamant et pousser les Amerlocs à en acheter des plus gros et des plus chers. Vous vous rappelez quand on parlait des biens de prestige dans l'épisode 1 ? Et bien maintenant, on va voir comment on peut en fabriquer un de toutes pièces à partir d'un caillou démodé et boudé par les consommateurs. L'entreprise Ayer fait la même analyse que Rhodes 50 ans plus tôt. Le diamant est principalement un bien que l'homme achète pour offrir à la femme dans le cadre d'un mariage. Et c'est bien cet aspect-là qu'il va falloir renforcer, en associant durablement le caillou sans valeur à l'idée d'amour, et voire même de preuve d'amour. Pourquoi renforcer ? Bah tout simplement parce qu'à l'époque, si offrir un diamant c'était systématiquement dans le cadre d'un mariage, la réciproque n'était pas vraie. Seuls 10% des femmes recevaient des bijoux en diamant pour leur fiançailles. Dans les années 1990, donc après toutes les campagnes, c'était environ 80%. Il y avait donc une vraie marge de progression. On a donc l'idée, l'endroit où on va progresser, mais comme on fait du marketing, il nous faut un segment, une cible. Grosso modo, de détacher la petite partie de population qu'on va pousser à l'acte d'achat. Il pourrait sembler logique de cibler uniquement les jeunes femmes, puisque ce sont elles qui vont les porter in fine les bijoux. Mais il s'agirait là d'une grossière erreur, parce que les femmes elles les portent les bijoux, mais elles se les font offrir, et ceux qui achètent, ce sont les jeunes hommes. Une étude de marché approfondie menée par Ayer montre rapidement que c'est bien ce segment de population qui achète l'écrasante majorité des bijoux en diamant, avec plus de 90% des ventes totales. La stratégie va donc reposer sur un double aspect. Pour les jeunes femmes, il s'agira de faire du diamant en lui-même, de son essence, un symbole de romance et d'amour. Pour les hommes, il s'agira de faire de la taille du diamant un des principaux arguments de vente. Petit moment masculin, on se moque toujours des hommes qui font des achats de trucs gros pour compenser quelque chose, mais la vérité, c'est que c'est le marketing qui nous aliène pour siphonner nos comptes en banque. Et je dis pas ça parce que j'ai moi-même quelque chose à compenser. Déjà, je suis pas victime du marketing, et ensuite, j'ai vraiment rien à compenser. Et là, sur mon script, il y a écrit gag visuel, et je devais prendre quelque chose de gros que j'avais pour... Bref, vous avez compris, mais en fait, j'ai rien comme accessoire. Donc vous allez devoir vous contenter de... entre crochets, gag visuel. Le diamant devient donc un cadeau inévitable, et sa taille un aspect fondamental pour prouver la quantité d'amour. On vendra ainsi plus de diamants, et des plus gros. Une fois la stratégie validée par le commanditaire, Ayer va déployer tout un tas de supports marketing assez innovants pour l'époque. Pour faire d'une norme ces nouveaux scénarios de séduction, on s'appuiera sur des spots télévisés montrant des jeunes femmes choisissant leur bague de fiançailles sur des étals remplis de bijoux en diamant. Pour inscrire la taille comme un facteur décisif, on va faire publier dans des magazines et des journaux des récits people sur le mariage des stars, de savoir qui il a offert quelle bague et quelle taille qu'elle fait, est-ce qu'il avait les moyens de faire plus. Systématiquement, des commentaires mesquins sur la taille des diamants offerts par le marié à la mariée. Ayer va également faire de l'entrisme dans le monde culturel globalisé. À Hollywood, l'entreprise va par exemple faire pression pour faire changer le nom d'un film de Paramount, Diamonds Are Dangerous, en Adventures in Diamonds. Les diamants sont dangereux qui devient les aventures dans le diamant. Il faut insérer des scènes qui sont littéralement des pubs dans des films comme dans Skylark. Et surtout, va offrir pour des dizaines de milliers de dollars des grandes parures en diamant aux plus grandes stars pour qu'elles les portent dans les films ou en public. C'est littéralement l'invention du placement de produit comme font aujourd'hui les youtubeurs et vos instagrammeurs préférés. Le placement de produit ultime va même être de s'appuyer sur l'amour d'Elisabeth II pour les diamants. Oppenheimer lui-même, enfin sa petite fille Marie de 3 ans, va offrir à la reine un petit diamant bleu de 6 carats lors d'une de ses visites officielles dans les mines en Afrique du Sud. Avec toutes ses parures et sa couronne, la reine Elisabeth c'est quand même pas la meilleure VRP pour le diamant. Quel jeune marié n'a pas envie de se comparer à la reine du plus puissant empire mondial? Oui, je vous rappelle, elle était beaucoup moins vieille en 1947. Moi je dis, il y a qu'à comparer. De Beers, ils avaient Elisabeth II, NordVPN, ils ont Cyrus North. Je veux bien savoir dans 15 ans lequel de ces deux produits qui ne servent absolument à rien existera encore. En dehors des bagues de fiançailles, les Américains n'ont pas été conditionnés à acheter du diamant. Ils n'ont pas la tradition du diamant. Mais ils vont être influencés par ce qu'ils voient leur star préférée porter. Écrit notamment Ayer dans un rapport. Par ailleurs, pour mettre en avant les plus gros cailloux, on explique en bijouterie aux hommes venus acheter que le bon prix à mettre dans un diamant, c'est 2 mois de salaire. C'est pas une blague, hein. Le bon prix, il est fixé en fonction de tes moyens. C'est plus simple, hein.
Pour les hommes, on est à fond dans la logique bien de prestige. En tout cas, cette première campagne voit une augmentation des ventes de 55%. Ayer a transformé l'essai. Maintenant qu'on a passé le premier plafond, il va falloir s'attaquer à un autre problème. Les femmes ont envie d'être uniques. C'est terrible parce que je parle d'un truc du XXe siècle, mais comme je le dis maintenant, j'ai l'impression d'être Stéphane Edouard. Les femmes ont envie d'être spéciales, genre unique, pas comme les autres. C'est bête, hein, mais les gens, ils ont pas envie d'être tous identiques, ils ont un ego, ils ont envie d'être différents. Donc si tout le monde a la même bague en diamant, bah c'est moins chic. Alors, même si le diamant il a bien progressé dans les marchés, on retrouve une trop grosse quantité de pierres qui sont concurrentes, hein, des saphirs, des rubis, des émeraudes, des améthystes, toute la catégorie de classement dans Duolingo. Et toutes ces pierres précieuses, elles ont le mauvais goût de ne pas être des diamants. Ayer va donc à nouveau déployer un double stratagème. D'abord, instiller dans les esprits que chaque diamant est unique, qu'il existe une variété suffisante au sein des diamants eux-mêmes pour les rendre tous différents. Pour cela, on va mettre en avant leur couleur, leur forme, leur spécificité, et les rattacher à des traits de caractère. En 1946 par exemple, on va envoyer des professionnels dans les lycées aux États-Unis pour donner des cours sur les différences entre les diamants et leur symbolique. Puis l'année suivante, en 47, publier dans plus de 125 journaux à travers le pays des analyses sur les diamants portés par les stars, en rapprochant les caractéristiques des bijoux de leur personnalité ou de leur couple. On va aussi jouer la carte de l'analogie avec des œuvres d'art, en publiant une série de publicités incrustant les diamants dans des peintures de Dali ou de Picasso, histoire de bien intégrer que chaque diamant est un chef-d'œuvre à part entière. Ok, maintenant, chaque diamant est unique, c'est plus un problème si tout le monde a un diamant. Il reste le coup de grâce à administrer, il n'y a pas d'alternative. Comprenez, si vous n'avez pas de diamant, vous êtes une grosse nulle. C'est ainsi que va naître le slogan ultime, dont on dit qu'il révolutionna l'industrie du diamant, c'est sûr, mais également l'industrie publicitaire. Diamonds are forever. Les diamants sont éternels. Imaginez que ce slogan a été tellement efficace qu'un film de James Bond s'appelle littéralement Les diamants sont éternels en référence. C'est comme si on sortait un Batman répare, Batman remplace en référence à Carglass. L'idée de cette campagne est donc d'insister sur l'aspect éternel du diamant. Le diamant c'est le truc le plus solide, c'est éternel, donc si ton amour est vraiment solide, tu dois offrir du diamant. Toutes les autres pierres sont moins dures, donc ton amour sera aussi moins dur si tu portes autre chose. Et on s'en fout que ce soit faux, hein. On a vu que le diamant ça pouvait brûler, que dur ça veut dire que ça se déforme pas, mais ça veut pas dire que ça se casse pas, mais on s'en fout ça, ce qui compte c'est que les gens ils achètent du diamant. Le diamond c'est forever, capiche? Par ailleurs, et c'est là un double coup de génie, ça implique que la valeur du diamant, elle va pas bouger non plus. Les diamants sont éternels. Si c'est pour toujours, c'est que ça garde sa valeur, et que donc par extension, on peut le revendre, et que donc par extension, c'est un bien d'investissement. On parlait tout à l'heure du cours du diamant d'investissement, mais la réalité, c'est que ça devrait pas pouvoir être considéré comme un placement. C'est pas comme l'or. Déjà, on peut pas en vendre des petits bouts, donc on dit que c'est pas fongible. En plus, c'est compliqué d'estimer la valeur des diamants, parce que les carats ça suffit pas, donc c'est difficile de les revendre, c'est pas liquide. Et puis surtout, la valeur des diamants ne repose absolument sur rien, à part sur la croyance globale qu'ils ont une valeur. Ça ne peut donc en toute logique pas être considéré comme un bien d'investissement. Mais Ayer a tellement réussi son coup qu'encore aujourd'hui, beaucoup le considèrent comme un placement. L'intégralité de ces campagnes de communication vont profondément transformer la manière de consommer le diamant et créer une demande durable, pérenne, mondiale, qui assurera ainsi à De Beers le contrôle total sur son commerce de mensonges. De Beers, c'est littéralement l'entreprise qui saurait te vendre du sable dans le désert. On pourrait continuer sur ce sujet en observant les évolutions plus récentes de l'Empire, qui galère honnêtement à maintenir son monopole, notamment après la découverte de nombreux gisements à travers le monde. On pourrait analyser le prolongement de ses plans marketing pour continuer à chier dans nos cerveaux et nous faire acheter sa verrerie pour un rein, mais je crois que la démonstration est faite. Nous accordons collectivement de la valeur à quelque chose qui n'en a pas. Mais plutôt que de s'en lamenter, vous savez, sur Sortie d'usine, on aime bien être optimiste, voir le bon côté des choses. Alors essayons tous ensemble d'y voir une opportunité pour sauver l'humanité. Ce qu'on comprend, c'est qu'en général, la valeur d'échange d'un bien, elle n'est pas liée à sa valeur d'utilisation. Alors attention, quand on commence à parler de valeur, tout adjectif qu'on va mettre derrière a un sens bien précis, et donc il va falloir être rigoureux. Jusqu'ici, quand on parlait de la valeur du diamant, on a toujours parlé de sa valeur d'échange. C'est un concept très ancien, qu'on retrouve même chez Aristote, mais qui a été bien formalisé par Adam Smith, que vous devez bien connaître, le philosophe écossais du XVIIIe siècle. En gros, ce que ça dit, c'est que la valeur d'échange du diamant, c'est pas aberrant qu'elle soit élevée, même si le diamant ne sert à rien. Tant qu'on a des vendeurs et des acheteurs qui s'entendent sur un prix, on a une valeur d'échange. Et une fois qu'on a dit ça, c'est difficile de juger de toutes les manipulations de De Beers. L'acheteur, il consent à acheter au vendeur. Et à partir de là, toutes les manipulations mises en place par De Beers pour maintenir ce prix élevé, elles ont du sens. Mais Adam Smith, il va opposer à cette valeur d'échange une autre valeur qu'il appelle la valeur d'usage, qui va découler de l'utilité réelle de l'objet. Plus une chose est utile, nécessaire à la vie, qu'elle apporte du confort ou du plaisir, plus sa valeur d'usage va être élevée. L'eau, par exemple, a une très forte valeur d'usage. Par exemple, si on n'en boit pas, on meurt. Puis elle peut être source d'énergie, permettre de se laver, de faire à manger, ça sert à plein de choses. Mais comme elle est très abondante dans nos contrées, elle n'a pas beaucoup de valeur d'échange.
Le diamant, lui en revanche, pour les particuliers, il a aucune valeur d'usage. D'ailleurs, pour illustrer ce paradoxe, Smith utilise lui-même l'image du diamant dans son fameux paradoxe de l'eau et du diamant. Pour résoudre ce paradoxe entre la valeur d'usage et la valeur d'échange, Smith introduit un troisième concept, qu'il appelle le prix naturel. Ce prix naturel correspondrait au meilleur prix pour une marchandise, et correspondrait en fait à la somme de travail qui a été nécessaire pour le fabriquer, ou pour le rendre disponible. Dans le cas du diamant, ça correspondrait aux industries mises en place pour gérer l'extraction, le transport, la joaillerie, etc., etc. Et le libéralisme que préconise Smith, ça devrait permettre au prix d'échange du marché de s'aligner sur le prix naturel. Sa logique, c'est de dire, si le prix d'échange est trop élevé par rapport au prix naturel, ça veut dire que les entreprises font trop de marge en fait, par rapport à ce que ça leur coûte. Et que donc, dans un contexte économique de concurrence, de nouvelles entreprises devraient émerger pour vendre moins cher, parce que ça leur permettrait toujours d'être rentable et de quand même proposer ce service. En revanche, si le prix d'échange est en dessous du prix naturel, ça veut dire que les entreprises ne s'y retrouvent pas et qu'elles vont faire faillite, et que donc, il faut que le prix augmente. Tout ça semble à peu près marcher, et du coup, on se demande pourquoi le diamant, il est 10 fois plus cher à la vente que ce qu'il coûte à produire. Eh bien non, je suis navré de vous décevoir, nous ne sommes pas en train de battre en brèche les idées d'Adam Smith. Ça, on se le garde pour un prochain épisode. En l'occurrence, on a un monopole qui manipule le cours. On n'est donc pas dans une situation libérale, où la concurrence permettrait au prix d'échange d'atteindre le prix naturel. Cependant, il reste un petit décalage. On comprend bien qu'un monopole fasse grimper les prix pour un bien indispensable. Si l'eau venait à manquer, je serais prêt à payer de très forts prix pour en avoir une bouteille, parce que sinon je meurs, ou j'ai soif en tout cas. Mais le diamant, a priori, on s'en passe bien, et on a vu que non. Les gens continuent d'en acheter, même quand ils ont plus de sous. À cause du marketing de De Beers, nous accordons au diamant une valeur qu'il n'a pas par lui-même. Une valeur qu'on appelle intrinsèque. Le fait qu'on préfère acheter des diamants naturels que des diamants artificiels qui soient purement identiques montre qu'il y a une notion purement culturelle, purement anthropologique, qui est distincte de la réalité purement matérielle et physique. On aime l'idée que le diamant il ait été formé il y a des centaines de millions d'années, voire des milliards d'années au fond dans la croûte terrestre. C'est sûr qu'un diamant né dans une presse hydroélectrique actionnée par un laborantin mormon, c'est beaucoup moins sexy. Et ça, en fait, c'est pas complètement stupide. Alors si, dans ce cas précis, c'est stupide, puisqu'il s'agit juste d'une combine pour rendre plus riche un petit groupe de propriétaires, mais il y a plein d'autres cas où ça ne l'est pas. On est capable de sortir de la logique purement extrinsèque, dictée par le marché et les théories économiques. Extrinsèque, ça veut dire qu'il vient de l'extérieur, donc c'est par exemple la notion de travail, ou la notion d'utilité. Et dans certains cas, se détacher de ces notions, c'est plutôt positif. Imaginez un grand tableau que vous aimez bien et dont on aurait fait une copie parfaite, au microgramme de matière près. Par exemple, si on prend ce monnaie là, le bassin au Nymphéas, il s'est récemment échangé pour plus de 80 millions de dollars. Je dis pas forcément que ça a du sens, il y a plein de mécanismes bizarres sur le marché de l'art et peut-être qu'on en reparlera une autre fois, mais objectivement, un tableau même rigoureusement identique produit par une machine, il y a aucun monde où il atteint la même valeur. Et personne ne s'oppose à ça. L'original a vraiment une valeur supplémentaire juste parce qu'il est original. Il porte une histoire, quelque chose d'humain, qu'on n'est pas capable d'évaluer avec des chiffres, mais dont on a tous collectivement conscience. Pourtant, matériellement, c'est strictement la même chose. Il y a donc bien des éléments intrinsèques qui entrent en compte dans notre prise de décision. Si on basait entièrement notre vision du monde sur la valeur extrinsèque, donc la quantité de travail ou l'utilité, on se couperait de tout un monde qui n'est certes pas mesurable, qu'on ne peut pas optimiser, qui est complètement irrationnel, mais qui fait que nous sommes différents des machines. Parce que si aujourd'hui vous pouvez me regarder droit dans les yeux et me dire qu'une société basée sur la recherche d'optimalité économique de la production est souhaitable, alors je vous dirais, go remplacer l'humanité par ChatGPT. Et cette humanité GPT, personnellement, elle m'intéresse pas trop. On voit rapidement qu'elle est vide de sens. Et si elle est vide de sens, Camus, tout ça, eh ben c'est à nous de lui donner du sens. Et donc on se retrouve encore avec notre valeur intrinsèque. Et on retrouve beaucoup de gens, et c'est là que j'y vois un espoir, qui militent pour formaliser la valeur intrinsèque de la nature, de la culture, de la philosophie, de la spiritualité, de l'art, du bonheur, des animaux, bref, de la vie, et de tout un tas de trucs hippies que nos modèles économiques purement rationnels ne sont pas capables de prendre en compte. Maintenant, c'est à nous de construire un système de pensée qui soit capable d'intégrer cette valeur intrinsèque, et qui soit en mesure de la diriger vers autre chose que des notions comme le prestige, la recherche de la hiérarchie, ou les profits d'une caste de propriétaires industriels. Mais je vous jure, ça doit nous donner espoir. Si des gugus ont réussi à faire croire à l'humanité entière que des cailloux valaient des milliers de dollars, valaient des mois de salaire, et étaient la seule manière de prouver notre amour, on doit bien être capable de pousser l'humanité à mettre des chiffres sur ce qui compte vraiment pour elle. Et je suis pas sûr qu'à la fin du monde, ce qui comptera, c'est la notation de la dette par Standard & Poor's. Cette série sur l'industrie du diamant, clairement la plus ambitieuse que j'ai fait sur ma chaîne jusqu'à aujourd'hui, touche enfin à sa fin. Et je crois qu'ensemble on a exploré pas mal de thèmes, pas mal de sujets techniques, de sujets économiques, des histoires individuelles et collectives, et qu'on en arrive à une conclusion qu'honnêtement j'attendais pas du tout il y a 1 an et demi, mais qui me plaît au final plutôt bien. Le marché n'est pas en mesure de fixer la valeur rationnelle des choses. C'est la porte ouverte à notre propre exploitation, certes, mais c'est aussi un espoir pour changer la manière de conduire l'humanité. Qu'est-ce qu'il y aurait de plus désespérant qu'un trajet tout tracé, dicté par des chiffres et des théories économiques claires,
et orienté vers l'optimalité du profit. Alors certes, on a le cas du diamant et des millions de personnes escroquées chaque année, mais comme Giscard, je m'en laverai les mains, il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. J'espère en tout cas que cette série vous aura plu, autant sur la forme que sur le fond. Si vous aimez mon travail, surtout partagez-le, c'est ça qui aide le plus. Vous allez voir un pote, vous lui dites mec, j'ai une chaîne super à te montrer. Et si on fait ça, si tout le monde fait ça, demain on double en abonnés. Et bon, c'est beau de rêver. Sur ce, je vous embrasse comme d'habitude. N'oubliez pas d'aérer votre chambre le matin et de commencer immédiatement à épargner pour votre mariage. C'était Alcide pour Sortie d'usine. Au revoir.